Donc bonjour à tous et merci d'être venus écouter cette présentation sur le moteur graphique Unity. Donc aujourd'hui on va apprendre comment réaliser une salle de classe en réalité virtuelle et en réseau grâce au moteur graphique Unity. Donc je vais prendre une minute pour me présenter rapidement. Donc je m'appelle Jimmy Vudard, je suis développeur full stack Angular, Java et Scala pour ce faire, donc placé en clientèle en ce moment. Et je suis passionné de jeux vidéo depuis toujours et le moteur Unity est une passion personnelle qui est faite sous forme de hobby. Je réalise des petits jeux ou des petites applications sur mon temps libre. Donc, pour ceux que ça intéresserait, on va avoir une grosse partie live coding. Je vous invite à télécharger dès maintenant le moteur Unity si vous le souhaitez. Je colle le lien dans le chat. On va installer le Unity Hub qui vous permet d'installer diverses versions d'Unity en parallèle. Aujourd'hui, on va travailler avec la dernière version disponible, la 2020.1.1. Donc, pendant ce temps, je vais commencer à expliquer les concepts du base du moteur Unity. Ça va être un cours théorique assez rapide. Il va peut-être être assez dense, mais les complexes unitairement sont simples, mais ils sont nécessaires pour comprendre de quoi on parle. Donc, en premier lieu, qu'est-ce qu'un moteur graphique? Eh bien, c'est un logiciel qui va générer des images successives pour donner une illusion de mouvement, un peu comme un film, sauf que cette fois-ci, les images sont générées par le software. On voit ce fameux GIF qui représente l'illusion du mouvement. Alors, je sais qu'à travers Meet, il est un peu ralenti, mais l'idée se retrouve. Donc, basiquement, si on compare avec une application, disons, de gestion standard, quel est le comportement de très haut niveau? Donc d'abord, on attend l'action d'un utilisateur, ça peut être un clic, un formulaire qui se remplit. Ensuite, on traite le résultat de cet événement avec du code, on enregistre le résultat en base de données, on vérifie le formulaire et on redessine l'affichage pour qu'il corresponde aux nouvelles données. Maintenant, un moteur graphique ne fonctionne pas comme ça. Un moteur graphique va générer en permanence de nouvelles images à intervalles de temps fixes ou variables, ça dépend de votre moteur. Et il est important, du code peut s'exécuter en permanence tout le temps pour changer l'état. Il peut y avoir des animations qui se déplacent, des personnages qui bougent pendant que l'utilisateur ne fait rien de spécial. Et donc, il faut en permanence utiliser du code pour générer une nouvelle image afin de garder une illusion de mouvement stable. Donc, si on écrivait ça en pseudocode, un moteur graphique, qu'est-ce que c'est? D'abord, il va initialiser ses ressources, il va préparer votre matériel à la génération d'images, charger vos ressources, vos fichiers. Ensuite, il va démarrer une sorte de boucle infinie. Et à chaque tour de cette boucle, on va mettre à jour l'état de nos objets et on va dessiner une nouvelle image. Lorsque notre état demande à sortir, on libère le matériel, on libère nos ressources. Alors l'avantage d'un moteur graphique déjà fourni comme Unity, c'est que lui, il va s'occuper de toute la partie initialisation, du dessin réel de l'image et de la libération des ressources. Et tout ce que le développeur n'aura à faire, c'est que de développer la partie mise à jour de l'état. Donc je vais maintenant parler des concepts spécifiques à Unity. Donc chaque application développée dans Unity contient au minimum une scène, pour en avoir plusieurs. La scène, c'est une analogie au théâtre. On a une scène, on voit ce qui se passe, on peut bouger des objets et les placer sur la scène. Donc ces objets, on appelle ça des game objects. Ils sont structurés sous forme de hiérarchie. Donc un game object peut avoir de nombreux descendants. Donc c'est un élément logique d'une scène. Ça peut très bien ne rien faire de spécial à part se servir de stockage ou rangement, ou ça peut contenir des tonnes de comportements qu'on appelle des components. Donc un component s'attache à un game object pour lui donner des fonctionnalités. Chaque game object contient au minimum un component particulier, le transform, qui permet de lui donner son emplacement dans le monde 3D. Ensuite, mon component exemple ici a mon objet ici a beaucoup de components pour diverses fonctionnalités. Il a un sprite renderer qui sert à afficher une image à l'écran. Il a un animateur qui sert à substituer cette image régulièrement pour donner une impression d'animation. Il a un objet physique qu'on appelle le rigid body pour lui donner un corps physique dans la gestion et la simulation de la gravité. Il a une source audio, ce qui veut dire qu'il peut émettre du son. Il a un collider pour définir ses limites dans l'environnement physique. Et il a deux types particuliers de components attachés qui s'appellent des scripts. Et donc un script, c'est là que le développeur Unity va réaliser son propre travail. C'est un type particulier de component qui consiste en une classe C# que le développeur va programmer lui-même et ensuite attacher à un objet de la scène. Donc ce qu'on voit ici déjà dans cette architecture de concept Unity, pardon, j'ai oublié un sujet. Donc un game object peut être transformé en préfab, c'est-à-dire qu'on prend un morceau de game object et tous ses descendants et on en crée une ressource, un peu comme un snapshot ou une image de conteneur par exemple. L'intérêt, c'est de pouvoir recréer ensuite ce game object à volonté, que ce soit à travers l'interface ou à travers le code.
Donc ce que je disais, c'est que ce modèle de hiérarchie et des concepts d'Unity favorise le pattern de développement qu'on appelle composition, par rapport au pattern classique qu'on pourrait voir l'héritage. Si on imaginait un jeu en héritage, on pourrait par exemple imaginer qu'on veut un ennemi, on programme son comportement, etc. Puis après, on veut que cet ennemi se mette à voler. Donc on va se dire, on va faire un héritage, on va faire une classe Flying Enemy. Donc ok, on ajoute le comportement de vol dedans, mais après, on va vouloir que cet ennemi tire des lasers. Donc on va encore hériter, puis on va faire un laser Flying Enemy, un ennemi qui vole, qui tire des lasers. Et là, on avance dans le développement et on se rend compte qu'on a besoin d'un ennemi qui tire des lasers, mais sans être capable de voler. Ah, alors comment on fait ça? Est-ce qu'on va devoir partager un peu du code entre les deux ou le dupliquer? Modèle hiérarchique n'est pas forcément idéal. On pourrait trouver des solutions d'objets partagés, mais ça commence à se compliquer. Et ensuite, ça peut être encore plus complexe. On peut avoir des ennemis qui tirent des lasers et des missiles en volant. Puis un jour, peut-être que notre joueur, lui aussi, voudrait tirer des missiles. Et là, une structuration sous forme d'héritage classique, c'est impossible à gérer proprement. Du coup, ce que Unity favorise, c'est ce qu'on appelle le pattern composition. Plutôt de dire qu'un ennemi est un ennemi volant, puis est un ennemi qui tire des lasers, on déclare que notre ennemi est un ennemi qui possède la capacité de tirer des lasers, qui possède la capacité de voler, qui possède des missiles. Et cette notion de possession, c'est ça qu'on appelle le component dans Unity. C'est un comportement qui pourrait être partagé entre plusieurs types d'objets. Ici, par exemple, dans mon exemple, on voit que à la fois l'ennemi et le player peuvent tirer des missiles. Ils ont le même script missile qui leur donne cette possibilité. Alors bien sûr, l'héritage n'est pas interdit, mais ça doit être un élément quand c'est indispensable. Ce n'est pas la base de votre modèle. Donc j'ai rentré plus en détail dans ces histoires de script. Donc un script, qu'est-ce que c'est? C'est une classe C#, donc de la plateforme .NET. Des langages différents étaient supportés par le passé, mais leur support a été détruit, ce n'est plus possible à présent. Donc un script, comme on pourrait retrouver dans différents frameworks comme Angular, ça possède un cycle de vie et plusieurs fonctions du cycle de vie importantes. Donc la première fonction, c'est la fonction awake. Elle se déclenche au démarrage du jeu si le component est attaché à un objet. Elle se déclenchera qu'une seule fois dans tout le processus. Son usage principal, c'est de récupérer des références à d'autres composants pour faire des communications. Donc la deuxième fonction importante, c'est la fonction start. Elle se comporte de la même façon que le composant awake, que la fonction awake, mais seulement si le composant a été manuellement activé. Chaque composant peut être manuellement activé ou désactivé dans l'interface. Donc seulement à la première activation du composant, cette fonction est appelée. C'est une légère subtilité, mais elle a son importance. Et enfin, la principale fonction d'un component, c'est sa fonction update. C'est la fameuse fonction update qu'on a vue dans le pseudocode. C'est celle qui est exécutée en permanence à chaque image pour mettre à jour l'état du jeu. Ici, dans mon mini-exemple, si jamais on appuie sur la touche gauche, on va déplacer le personnage de -1 sur l'axe X. Donc il est important de savoir que cette fonction est appelée à chaque image. Il y a déjà une sorte de boucle virtuelle à chaque image autour. Il faut donc éviter au maximum que cette fonction perde du temps. L'ensemble des fonctions update est appelé avant de dessiner une image, ce qui signifie que si vos fonctions update perdent du temps, elles sont trop lentes à compiler, vous allez avoir ce moment qu'on appelle une perte d'image. C'est là qu'on se retrouve avec des applications qui ont moins d'images par seconde que d'autres. Ce que je viens de dire, si on perd du temps, on va ralentir le moment où on dessine de nouvelles images et les images successives seront retardées. Donc il est également important de se rappeler que cette fonction update est déclenchée une seule fois par image. Maintenant, selon le matériel sur lequel on tourne, on pourra avoir 30 images par seconde, 60 images par seconde, 260 images par seconde. Il est donc important que tout déplacement que vous effectuez ici, ou toute forme de fonction importante, soit ancré dans le temps réel qui s'est passé. Pour ça, on utilise une propriété statique qui s'appelle time.deltaTime, qui correspond au nombre de secondes sous forme de flotte depuis la dernière image générée. Ça permet ainsi d'ancrer chaque élément dans le temps réel et pas dans le nombre d'images passées. Donc un script dispose également d'une autre particularité qui va sans doute faire râler les fans de l'encapsulation. Il est possible de déclarer des propriétés et des champs comme publics directement dans cette classe. L'intérêt de faire ça, c'est d'avoir directement la possibilité d'éditer ces propriétés dans l'interface d'Unity, ce qui permet pour un même script de le configurer différemment dans plusieurs objets différents. Donc ces scripts C# sont basés sur la plateforme .NET Standard. Techniquement, ça utilise le moteur Mono pour être compatible multiplateforme.
L'intérêt, c'est qu'on n'est pas obligé de faire des scripts qui correspondent à des components. On peut écrire des fichiers C# séparés et utiliser les fonctionnalités de la plateforme .NET. Les classes, les enums, les structures, les interfaces, tout est disponible. Beaucoup de choses comme Link sont également disponibles pour faire des analyses sur des listes, etc. Alors, le point le plus important à savoir quand on fait du développement Unity, c'est de savoir comment faire communiquer ces composants entre eux. Donc la façon la plus simple et la plus fréquente, c'est d'obtenir une référence à un autre composant. On utilise pour cela deux fonctions différentes, principalement, il en existe d'autres avec des subtilités. La première, c'est getComponent qui permet de récupérer un autre component d'une classe donnée ou d'un type donné sur le même objet. Et findObjectOfType qui va rechercher cette classe mais sur l'ensemble de votre hiérarchie d'objets. Donc l'intérêt de getComponent, c'est pour récupérer un objet cousin de votre GameObject actuel, donc la Missile Launcher sur un player. Et le findObject sera rechercher partout des objets qui pourraient contrôler l'ensemble de la scène comme un Game Master. L'autre possibilité pour récupérer ces références, c'est également, comme pour les propriétés tout à l'heure, de les déclarer en public. Il est possible de les faire glisser-déposer dans l'interface pour les assigner directement. Alors tout ça est assez rapide et dense, je comprends bien. La meilleure façon de voir, c'est de le voir en personne. Donc on va lancer notre éditeur Unity et on va expliquer ça en direct. Alors, qu'est-ce qu'on va faire concrètement? J'ai montré quelque chose qui fait également râler les développeurs, notre spécification pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une petite salle de classe sous forme de cube, on va faire 2-3 bureaux pour les placer, et on va placer des étudiants. Les étudiants pourront se connecter avec un casque de réalité virtuelle et se déplacer dans ce petit environnement 3D, et voir également la position des autres étudiants connectés. Donc pour cela, on va lancer Unity. Donc j'ai ici le Unity Hub sur l'écran. On va faire un nouveau projet. On va partir de complètement zéro. Donc ici, on va l'appeler salle de classe. Alors je vais partager l'autre écran, car par défaut, il est de l'autre côté. Donc la création d'un projet de zéro est un petit peu plus long. Mais après, l'éditeur est plutôt réactif. Donc on se retrouve ici dans l'éditeur Unity. Donc il y a il a l'air d'y avoir beaucoup de choses dans l'interface, mais elle est assez simple à comprendre. Donc ici on retrouve l'éditeur de scène. C'est là le monde 3D principal, on peut s'y déplacer. Jimmy, je vois que tu t'es trompé d'écran. Ah, autant pour moi. Hop là, en effet. Parfait. Donc je reprends. Donc on a l'éditeur Unity ici à la création d'un nouveau projet. Donc on retrouve un bloc 3D qui représente votre scène active. On y voit, on peut se déplacer librement et on y voit les objets qui y sont placés. Donc dans la scène par défaut, on ne dispose que de deux objets qu'on retrouve dans la hiérarchie. La caméra qui sert à générer l'image, c'est comme une caméra de cinéma. Et une première lumière qui correspond en fait à la lumière du soleil. On voit le soleil ici. Si on le fait tourner grâce aux outils, on passe en mode crépuscule, en mode nuit. C'est donc juste la représentation du soleil dans l'environnement. Donc en dessous, on retrouve la fenêtre Game. C'est là-dedans que sera exécuté le code final. Enfin, le code final, lorsqu'on lance l'application, c'est ici que le comportement se déroulera. Donc c'est là qu'on voit le rendu de la caméra principale. On peut la bouger, la tourner, et on verra la subtilité qui change dans la fenêtre Game. Donc ici la hiérarchie de nos GameObjects. On peut créer de nouveaux objets par simple clic droit. Il y a beaucoup de catégories, j'y reviendrai. On retrouve la fenêtre Project avec l'ensemble des ressources du projet. Donc les assets sont les ressources qui nous appartiennent majoritairement. Les packages sont des dépendances qui sont installées par Unity à travers un système inspiré de Node. Et on retrouve sur la fenêtre la plus à droite l'inspecteur. Quand on sélectionne un objet, c'est là qu'on obtient le détail des components qui y sont attachés.
Donc on va commencer à faire notre petite salle de classe. Donc on va d'abord y créer la géométrie. Alors il n'y a pas besoin d'être un modélisateur 3D de génie pour savoir faire des placeholders dans Unity. Il dispose d'outils simples pour fabriquer des modèles simples. Donc je vais créer un objet vide pour l'instant. Je vais l'appeler classe home. Pour ne pas se perdre, on va la placer en 0, 0, 0. À l'intérieur, je vais y faire un objet 3D, un cube. Donc ça génère par défaut un cube d'unité 1, 1, 1. Par convention, dans Unity, les unités sont en mètres. Donc là, on peut considérer qu'on a un cube d'1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. Donc je vais changer sa taille pour qu'il corresponde maintenant à un cube de 5 mètres, disons, de long, 3 mètres de haut, et puis on va laisser 1 mètre de large. C'est un mur d'une bonne épaisseur pour garder le froid. Donc on va reculer un peu pour mieux voir notre scène. Donc je vais lui faire un mur symétrique de l'autre côté. Donc ce petit cube va représenter les murs de notre salle. Je le place à moins de 5 mètres pour avoir une salle de 5 mètres sur 5 mètres. Voilà. Je vais faire les murs opposés. Je vais copier ce mur, je le prends. Cette fois-ci, il n'aura pas une largeur de 5 mètres dans ce sens sur cet axe, mais sur cet axe. Je le replace également. Je fais son symétrique de l'autre côté. Et enfin, je copie un nouveau cube pour faire le sol. Il sera de 5 mètres sur 5 mètres, mais avec une épaisseur de 1 seulement. Et on le met en dessous pour faire le sol. Il est légèrement décalé, on va le remonter un petit peu. On repasse en 0 pour 0 pour faire le sol. Voilà. On a donc notre petite salle avec des murs un peu grands, effectivement. On va les réduire. Ah non, 3 mètres pour des murs, c'est pas si mal. Je vais les laisser. Là, on a une petite salle de classe de 3 mètres de 5 mètres sur 5 mètres environ, avec des murs de 3 mètres. Donc le soleil éclaire à travers le haut. On voit qu'un coin de la salle n'est pas très éclairé. On va donc ajouter une ampoule. Donc on peut faire un nouvel objet de type point light, c'est-à-dire une ampoule qui éclaire comme une ampoule. On va la placer proprement à l'intérieur. L'éclairage est un peu meilleur. On peut voir ce qui se passera dans cet angle. Là, on a notre petite salle de classe. Pour faire des modifications facilement dans le futur, on va pouvoir en faire un préfab qui nous permettra de la réutiliser dans d'autres scènes potentiellement, ou d'en faire directement des modifications qui seront appliquées directement. C'est bien, on a une petite salle de classe, on va lui faire les bureaux. On fait un nouvel objet, un desk. Il va revenir se placer par défaut avec nous. Ah, pas trop mal. On va faire la table du bureau. On prend un cube, un nouveau cube. On en fait un cube d'1 mètre sur 1 mètre pour un bureau, c'est pas mal. Avec 10 cm d'épaisseur. On va lui dessiner un pied. On prend de nouveau un cube. On va dire que notre bureau de hauteur peut faire 0,75 m pour 10 cm d'épaisseur sur le pied. On le place. Et je prends mon bureau. Je peux en faire également un préfabriqué. Faire directement des copies de ce bureau rapidement et les replacer. Je vais les mettre au niveau du sol. Voilà, pas trop mal. Ah oui, je n'ai pas collé les tables au pied. C'est là qu'on va voir tout l'intérêt du préfabriqué. Si je rentre dans mon bureau, je peux réajuster l'emplacement de ce pied pour qu'il rentre bien dedans et sauvegarder mon préfab. En revenant, les 3 objets qui correspondent à ce préfabriqué ont été modifiés en même temps. Je vais les replacer au niveau du sol à nouveau. Voilà. Là, on a nos 3 petits bureaux. On va maintenant faire un dernier modèle pour les étudiants. Donc, de la même façon, on crée un nouvel objet. On va l'appeler Student. On va lui préparer cette fois-ci une petite sphère pour la tête. Alors, cet objet est loin. De la même façon, on le ramène. Une tête d'1 mètre sur 1 mètre, c'est un peu grand. Disons, allez, 30 cm. On ne cherche pas non plus des têtes réalistes. On va le remettre à l'origine. Et à notre tête, on va lui ajouter un petit corps sous forme de capsule. On la met en dessous, on va réduire la taille.
une taille à peu près lisible. Les bonhommes sont particulièrement grands, ce ne sera pas un énorme problème. Encore une fois, il ne s'agit là que de placeholder. Pour des projets réels, des animateurs et des modeleurs 3D feront de véritables modèles 3D. Donc je prends mon étudiant et j'en fais là aussi un préfab pour pouvoir en placer d'autres. Dans ce petit environnement rapide, on va permettre avec du code à notre étudiant de se déplacer. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre préfab ici, on lui ajoute un nouveau script. On va l'appeler keyboard mover, se déplacer au clavier. Et on va donc ouvrir notre script pour commencer l'édition. Alors pour l'éditeur de C#, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Par défaut, Unity, si vous me lui laissez faire, va installer la version Community de Visual Studio, mais il est compatible avec d'autres éditeurs. Personnellement, j'utilise l'éditeur Rider qui est fourni par JetBrains, qui fait également de nombreux éditeurs Java, JavaScript, etc. On construit notre environnement de code. Par défaut, le script généré contient sa fonction start et sa fonction update. Ce que nous, on va faire, c'est permettre le déplacement de notre étudiant, c'est-à-dire qu'il faut prendre le transform et faire du déplacement sur les axes pour le voir bouger. Donc, dans tout component, un raccourci vers le transform existe déjà. Tout ce qu'on va vérifier, c'est l'appui sur des boutons. On utilise l'objet static input avec getKey. Il peut en paramétrer un enum correspondant à l'ensemble des touches possibles du clavier. Code.left arrow, par exemple. On va récupérer le raccourci vers le transform. On effectue translate pour faire une translation. Alors si on appuie vers la gauche, on voudrait qu'il se déplace vers la gauche. La gauche, dans mon environnement ici, c'est l'axe X, on le voit ici. Ce sens-là, ça veut dire que c'est le sens positif. Donc, pour qu'il aille vers la gauche, il faut se déplacer négativement. Donc, en paramètre, on met les trois coordonnées de déplacement. Donc, ici, -1 sur l'axe X, 0 en Y, 0 en Z. On fait le déplacement inverse avec right arrow. On se retrouve en 1. Donc là, on peut tester immédiatement notre petit développement en appuyant sur le bouton play. Ça se compilera très rapidement, ça va ouvrir la fenêtre de jeu. On ne voit pas grand chose car la caméra n'est pas replacée. On va la mettre proprement pour voir ce qui se passe. Hop, on va la faire tourner un peu, comme des véritables cinéastes. Ah, là, on peut voir ce qui se passera. Donc si je lance et que j'appuie sur les flèches gauche et droite, le personnage a très vite disparu. Je n'ai pas ancré mon déplacement dans le temps. Du coup, il se déplace de 1 mètre par image. Si mon système ici tourne à 60 images par seconde, mon personnage s'est déplacé de 60 mètres par seconde. C'est un peu beaucoup, je pense que personne ne court à cette vitesse. Donc on va ancrer le déplacement dans le temps réel, avec la multiplication par le temps réel. Ainsi, mon autre personnage ne pourra plus se déplacer que d'1 mètre par seconde, ce qui reste plutôt rapide. Donc voilà, le déplacement est beaucoup plus fluide. Alors la fluidité ne se voit pas forcément très bien à travers Meet, mais au moins le personnage ne part pas en vrille. Donc on va ajouter les déplacements vers le haut et vers le bas. Donc up arrow, down arrow. Cette fois-ci, ce n'est plus sur l'axe X, mais on reprend. L'avant, c'est l'axe Z, le positif, c'est vers le haut. Donc flèche du haut, c'est Z en positif. Donc Unity permet réellement de faire des prototypes et de tester très rapidement. Comme on le voit, le démarrage est extrêmement rapide. Donc là, notre personnage se déplace dans toutes les directions. Si on veut faire en sorte que ce soit un peu plus configurable, on va déclarer une variable publique vitesse. On va utiliser cette variable à la place de nos valeurs ici. Et dès lors, notre script est maintenant configurable. Une fois que ça est recompilé, on voit la propriété speed est disponible directement dans l'interface. Si je la déclare à 3 par exemple, mon personnage va beaucoup plus vite.
Et l'intérêt, c'est qu'on peut rendre des objets différents configurables. Si je prends un deuxième prefab student que je le place à côté, je lui donne une vitesse différente, avec le même code, les deux personnages se comportent différemment. Il a tout l'intérêt du gestion par composant, avec le pattern composition. On peut faire du code identique qui va se comporter différemment selon la configuration. Pas besoin de mon deuxième étudiant. On va lui redonner une vitesse acceptable. Donc voilà, à ce point du temps, on a déjà notre petite salle de classe. Un étudiant peut s'y déplacer. Donc en termes d'unité de base, on a une présentation déjà stable. Donc jusque-là, c'était déjà assez dense. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, je peux y répondre immédiatement. Sinon, on va passer à la mise en place du réseau. Bon, si vous n'en avez pas pour l'instant, gardez-les de côté, gardez-les en tête, on va en reparler. Donc, on va mettre en place le réseau. Alors, il faut que je parle rapidement des concepts de ma librairie réseau. Je vais donc reprendre ma présentation rapidement. Donc, ma présentation, mon système réseau utilise la librairie qui s'appelle Photo Unity Network. C'est une librairie tierce partie. Elle n'est pas fournie directement par Unity, mais par une société tierce. Ça fonctionne sur un principe cloud, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'infrastructure à gérer. Cette compagnie s'en occupe entièrement d'elle-même. Tout ce qu'il y a à faire, c'est les payer quand on a trop d'utilisateurs. Et pour utiliser le réseau avec cette librairie, c'est extrêmement simpliste. Donc, il y a un concept très simple avec Photon. Il faut se connecter sur leur master server avec notre application et ensuite créer ou rejoindre des salles de jeu, des rooms. Donc pour se connecter à leur master server, c'est très simple. N'importe quel script peut appeler leur fonction statique Photon Network Connect using settings avec des paramètres qui sont configurés dans les wizards. Et ensuite, chacun de vos scripts peut s'abonner aux événements réseau en héritant de la classe MonoBehavior.callbacks qui est fournie par la librairie. Et les différents callbacks sont déclenchés en fonction des événements réseau. Lorsqu'on est connecté au master, dans mon exemple, on demande à Photon de créer une salle de classe, et une fois qu'on a créé la salle de classe, on affiche dans la console log créé. Donc une fois que la connexion au serveur est faite, tout le comportement réseau est géré également par des composants. Donc chacun de vos GameObjects doit porter, s'il veut être sur le réseau, au minimum ce qu'on appelle le Photon View. C'est l'espèce de portail réseau qui va envoyer toutes les informations sur les serveurs de Photon et les recevoir. Et ensuite, vous pouvez placer ce qu'on appelle des observable components, c'est-à-dire des composants que le Photon View va observer pour en envoyer et sérialiser les informations sur le réseau, ou les récupérer et les mettre à jour localement. Donc, il y a différents types d'observable components. Il y en a qui sont fournis par la librairie Photon pour éviter de les recoder soi-même. Et si on a des besoins plus complexes en termes d'échange réseau, on peut coder ses propres scripts, ses propres composants qui vont hériter de observable components. Dans mon exemple, on n'aura pas besoin de faire ce type de script, on pourra se contenter des scripts fournis. Donc je retourne sur ma scène Unity. Donc pour ajouter le support à cette librairie, on va aller dans le Asset Store. On va rechercher sur le moteur le Unity Network de Photon. Donc l'Asset Store contient des centaines et des centaines de choses, du code, des modèles 3D, des sons, beaucoup de ressources gratuites payantes. Il est possible ainsi d'avoir des tonnes de ressources manquantes sans avoir forcément à les développer soi-même. Donc ici, on prend notre librairie Photon. On télécharge si ce n'est pas fait et on importe le package de la librairie. Donc Unity va le décompresser et me l'installer. On a ici la fenêtre avec les fichiers qui vont être importés. Je les prends tous et je les importe dans le projet. Donc l'import de nombreux fichiers prend toujours un peu de temps. Il y a beaucoup de mise en cache des fichiers derrière pour que le développement soit ensuite rapide et qu'on puisse rapidement lancer les différentes versions de notre code. Donc voilà, l'ensemble des librairies est importé.
J'ai le droit à un wizard pour configurer mon projet avec le Photon Network. Donc pour se connecter, on peut simplement indiquer un email. On sera ensuite redirigé sur leur dashboard, se connecter. Je vais me connecter avec mon compte actuel. On peut créer simplement une nouvelle application, donc de type Photon Unity Network, une. On va l'appeler par exemple la salle de classe, nom unique. On va la créer. Ça nous donne un app ID. On peut prendre cet app ID ensuite et le mettre dans le wizard, configurer le projet. Donc voilà, on est prêt à utiliser la connexion réseau. La configuration a été faite. Donc ce qu'on va d'abord devoir faire, c'est se connecter au serveur master de Photon, puis à créer ou à rejoindre une salle de jeu. On va créer un objet vide. Cet objet vide ne va porter aucun modèle 3D, il va seulement nous servir de gestionnaire réseau. On va l'appeler Network Manager. On va faire un nouveau script. On va appeler également Network Manager. Donc ce script va hériter du monobehavior toon callback pour obtenir les retours du réseau. Donc, au démarrage de mon application, quand il est actif, on va demander à se connecter au serveur Photon. L'objet statique photonnetwork.connect using settings. On va récupérer le callback onConnected to master, pas serveur. Une fois qu'on est connecté au master, on va afficher une information dans la console pour suivre. On va demander à Photon Network de créer, s'il n'existe pas, ou de rejoindre une room de jeu, qu'on va appeler Classroom. Il faut donner quelques paramètres pas très importants. Comprendre. Et on va utiliser un autre callback, onJoinedRoom. Pour déclarer qu'on a bien rejoint la salle de jeu. Donc tout ceci fait, le Network Manager est présent dans la scène. On peut se lancer. Alors je ne vais pas lancer en grand pour qu'on puisse voir la console. Donc on se lance, on voit qu'on s'est connecté au serveur master, puis qu'on a rejoint une salle de jeu. Le texte est peut-être un peu petit à travers Meet, veuillez m'en excuser. Je ne peux pas l'agrandir. Et voilà, donc on a rejoint la salle de jeu dans notre étape. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est synchroniser la position de notre petit étudiant ici sur le réseau. Donc il va falloir l'ajuster. On ouvre notre préfab étudiant pour que tous les étudiants soient modifiés. On lui ajoute le fameux composant PhotonView. Et ensuite, on lui ajoute un composant observable pour envoyer des informations sur le réseau. Donc là, on va juste synchroniser sa position, soit le transform. Pour ça, Photon fournit directement un composant, le Photon Transform View. On va activer la synchronisation unreliable, puisque la position va changer régulièrement. Ce n'est pas grave si on perd un paquet réseau de temps en temps. Les options du transform nous permettent d'envoyer la position de la rotation, puisqu'on ne va jamais changer d'échelle, on n'a pas besoin de transmettre l'échelle. Donc voilà, notre personnage, il va être envoyé sur les réseaux. Maintenant, il faut qu'il soit créé par le réseau pour être compatible. C'est la petite subtilité. Donc pour ça, il faut, petite subtilité de la librairie Photon, que nos préfabs soient dans un dossier spécial qui s'appelle Resources, pour pouvoir être chargés dynamiquement. On place notre étudiant dans ce dossier spécial. Donc son préfab est maintenant ici. On va supprimer celui qui existe déjà pour le recréer à travers le réseau. On revient dans notre Network Manager. Une fois qu'on a réussi à rejoindre la room, on peut déclarer à Photon d'instancier un préfab. Donc on l'a appelé Student. On va lui donner un point d'atterrissage, donc on va le déterminer ici. On va faire juste un objet vide pour se repérer dans l'espace. On va le remettre en 0, 0, 0. On va faire un cube plutôt, ce sera plus facile à voir. Donc on le ramène dans notre salle de classe pour déterminer la position idéale. Voilà, ici c'est pas trop mal. Donc on prend cette position de départ. On crée une structure qui s'appelle le vecteur qui représente juste un point dans l'espace et on y déclare les trois coordonnées. Donc 0, 0,87F, disons
moins 3,8 pour arrondir. Il lui faut une rotation, on va mettre sans rotation. Voilà. Et là, cette fois-ci, notre préfab sera instancié non directement par nous dans la scène, mais à travers la librairie réseau pour pouvoir communiquer sur le réseau. Je supprime mon cube d'indication, on lance notre scène. Là, cette fois-ci, on attend la connexion. Et là seulement, notre petit étudiant apparaît. Je l'ai mis un peu bas, je vais le remonter. Disons qu'il était finalement mieux à environ 75 cm du sol. Voilà, il est un peu haut, mais ça ira. Et on peut toujours le déplacer avec nos flèches du clavier. Simplement, par défaut, la vitesse n'est que de 1, de 0. On va la mettre à 1. Donc voilà, dès que la salle démarre, on est connecté à une salle de classe et on instancie un étudiant qu'on va déplacer. Alors maintenant, pour voir sans réseau, il nous faut plusieurs clients en parallèle. Ce qu'on va faire, on va utiliser le pouvoir d'Unity pour construire une version Windows de ce projet. Donc, il faut une scène, la scène de démarrage, on va mettre celle active. On va lancer une simple build Windows. Comme on le voit ici, il y a des nombreuses plateformes qui sont supportées par Unity. Donc je lance la compilation définitive. Je fais un dossier build séparé pour ne pas le mélanger. Donc, puisque beaucoup de choses sont précompilées dans des dossiers de cache, la release finale d'un projet est plutôt rapide. Donc on se retrouve avec notre salle de classe.exe, on peut le lancer. Ça nous lance une fenêtre Unity. Alors, on va la mettre en fenêtrée pour en lancer plusieurs en même temps. Donc là, on se retrouve avec notre salle de classe, notre premier étudiant est instancié. On en lance une deuxième. Donc ça charge, ça se connecte au réseau. Là, on retrouve nos deux étudiants, mais qu'est-ce qui se passe? Nos deux personnages se déplacent en même temps. En plus, si on regarde l'autre fenêtre en parallèle, on voit qu'on déplace nos deux personnages, mais que sur le réseau, seul un des personnages est déplacé. Il faut savoir que le réseau Photon perd ce qu'on appelle une propriété. Vous n'avez la propriété sur les objets que seulement ceux que vous bougez vous-même, que vous avez créés vous-même. Ce qui signifie qu'en fait, localement, on utilise le script pour déplacer visuellement les deux personnages qu'on voit à l'écran, mais seul le nôtre est envoyé sur le réseau. Pour éviter ce phénomène, en fait, il faut déterminer si on a le droit de bouger cet objet dans le script de déplacement. Donc celui qui a eu ce rôle, c'est le keyboard mover. On va retourner dedans. On va récupérer notre dépendance au photon view pour connaître la propriété de l'objet. Utilise getComponent avec le photon view. Et ici, avant d'effectuer un déplacement avec les touches de clavier, on vérifie à travers le photon view si cet objet nous appartient, is mine. Seulement dans ce cas-là, on autorise le déplacement avec les flèches du clavier sur l'objet pour éviter d'avoir une désynchronisation entre ce qu'on voit chez soi et ce qui est réellement envoyé sur le réseau. Là, si je vérifie avec je le lance localement, et celui-ci, sans forcément mettre à jour automatiquement la version release, puisque c'est plutôt rétro-compatible de façon légère. Là, on a nos deux personnages, si c'est l'ancienne version, les deux bougent en même temps. La nouvelle version, seul le mien se déplace. Est-ce que ça va? Est-ce que j'ai perdu personne? Je sais que c'est particulièrement dense, il y a beaucoup de concepts, pas forcément compliqués unitairement, mais ils sont extrêmement nombreux. Donc si vous avez des questions, notez-les, de la même façon j'y répondrai après. Donc la dernière partie qui nous manque ici dans notre petit projet exemple, c'est la réalité virtuelle. Alors avec Unity, c'est une fois de plus particulièrement simple. Donc, il suffit d'aller dans Edit, Project Setting. On a l'ensemble des propriétés du projet, on peut régler de nombreuses choses, les qualités audio, les qualités graphiques, des contrôles avec plus de précision, la physique. Ici, ce qu'on veut, c'est la gestion des plugins de réalité. Alors, il y a plusieurs types de plugins de réalité supportés. On peut supporter la réalité alternative et la réalité virtuelle. C'est pour ça que ça s'appelle XR, pour la réalité au choix. On va installer la gestion des plugins XR dans le projet. Unity va télécharger des informations, des fichiers supplémentaires et les installer dans le projet.
On a donc maintenant la fenêtre de configuration. Donc moi j'utilise un Oculus, c'est ce que je vais activer. Donc l'Oculus est maintenant activé, la réalité virtuelle est en place dans le projet. Pour l'utiliser, c'est extrêmement simple. On prend ici notre scène, on fait clic droit, on a un nouveau menu qui correspond à XR, et on convertit notre caméra de base en caméra de réalité virtuelle. Donc la scène a légèrement été modifiée par ce script, qui a créé un XR Rig, où il y a des propriétés qui correspondent à la librairie réalité virtuelle, il n'y a pas forcément besoin de toucher à beaucoup. Donc là on a notre caméra en réalité virtuelle. Si je lance le projet tel quel, et que j'utilise mon Oculus Rift, alors ça se verra pas forcément très bien et de façon très fluide à travers Meet, mais mon casque de réalité virtuelle fait le déplacement de la caméra, et à travers la scène, on voit également que la caméra se déplace latéralement en fonction de là où je me place avec mon casque. Bon, alors c'est bien beau, donc avoir une réalité virtuelle depuis le haut, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. On va donc se placer plutôt au niveau du sol pour être pour que ce soit immersif dans la salle de classe. On va faire en sorte que notre caméra traque au niveau du sol, c'est juste un paramètre ici à changer. On va la placer au niveau du sol réel. C'est à peu près ici. On enlève la rotation pour qu'elle commence droite. Donc voilà. On se relance. Donc là, on est bien au niveau du sol. Notre personnage se déplace toujours avec des flèches, mais la caméra ne le suit pas. On va donc rajouter cette dernière partie. Donc, lorsqu'une caméra en réalité virtuelle est en place, c'est elle qui va devenir la source de positionnement principale. On ne va donc plus directement bouger l'étudiant avec les flèches, mais on va bouger cette caméra en réalité virtuelle. On prend notre script Keyboard Mover, on le remet à la place sur la caméra de base, de la caméra en réalité virtuelle. On enlève cette possibilité du script, pas du prefab et student. Là, on retrouve ma caméra en réalité virtuelle. Il lui faut une vitesse. Donc, puisqu'on ne bouge que la caméra et la caméra elle est chez soi, on n'a plus besoin de savoir si l'objet est sur le réseau. On enlève du Keyboard Mover. Donc voilà, on se retrouve avec notre caméra en réalité virtuelle. On peut se déplacer dans l'environnement avec les flèches. Alors, c'est pas ce qu'il y a de mieux en réalité virtuelle et ce sera très perturbant, mais c'est une possibilité. Et maintenant, il faut juste qu'on associe la position de notre personnage sur le réseau à cette caméra. Donc l'étudiant, plutôt qu'être déplacé par des flèches, on va lui ajouter un nouveau script qu'on appelle track caméra. On ouvre ce script, on va récupérer le photon pour savoir si ce personnage est à nous, pour ne déplacer que celui-là. On l'enregistre dans la classe. Et donc si ce personnage nous appartient, on place ce personnage et qu'on transforme à la position de la caméra principale. On recompile, on lance. Donc on a notre caméra en réalité virtuelle. Une fois que le réseau est prêt, notre personnage y est associé. Et là on voit que notre petit modèle 3D se déplace en fonction de notre caméra en réalité virtuelle. Si je reprends ici mon client parallèle, je vois qu'en fonction de la position de mon casque, mon personnage se met à se déplacer. Donc, en ce qui concerne l'aspect qu'on a vu au départ, je dirais qu'on a accompli l'objectif. On a notre salle de classe, on a des étudiants qui peuvent s'y connecter en réseau, qui peuvent se déplacer, et en plus, ils rejoignent la salle de classe avec la réalité virtuelle. Donc, si vous avez bien suivi, vous aurez remarqué également quelque chose d'important et qui montre là toute la puissance du moteur Unity. En réalité, qu'est-ce qu'on a écrit comme code?
On a écrit 3 lignes ici. Disons, allez, une dizaine de lignes ici. Une dizaine de lignes supplémentaires. En 25 lignes de code écrites nous-mêmes, on a fait une salle de classe avec la réalité virtuelle et qui fonctionne en réseau toute seule. C'est donc là la puissance du moteur Unity. C'est orienté designer bien plus que développeur. Et ça permet de développer des projets particulièrement rapidement. Donc sur cette base technique, et avec de nombreuses fonctionnalités en plus, vous pourriez imaginer gagner des concours d'innovation. Donc voilà pour ce que j'avais à présenter aujourd'hui. Donc le sujet était particulièrement dense, j'en conviens. Si vous avez des questions additionnelles, vous pouvez me les poser maintenant sur le chat. Si vous en avez plus tard, voilà mon adresse mail. Et je vous écoute si vous avez des questions maintenant, je vais y répondre. Jimmy, est-ce que tu arrives à relancer ce que tu as présenté pour le concours? Alors je peux vous montrer effectivement la version complète si vous le souhaitez. Donc je vais... Alors, la version complète fonctionne avec 2 systèmes en parallèle. Donc là, il y avait un professeur qui est en réalité virtuelle, et seul le professeur est en réalité virtuelle. Les étudiants, eux, se connectent à travers une version web. Unity permet de déployer des versions web de projets. Donc je vais passer sur le chat la version web. Vous allez pouvoir vous y connecter. Attention, les places sont limitées. Pendant ce temps, je vais lancer une salle de classe dans mon casque Oculus. Donc me revoilà dans la salle de classe. Donc la fenêtre est relativement petite. Je vais utiliser... Non, c'est bon. Donc je vois de nombreuses personnes qui commencent à se connecter avec leur pseudonyme affiché. Donc ici, on se retrouve sur la même base technique que ce que je viens de présenter, mais avec beaucoup plus de fonctionnalités, un décor un petit peu plus développé. Un chat est également intégré, vous le trouvez en bas à droite. Donc il y a quelques commandes que vous pouvez utiliser. Vous pouvez utiliser le clic gauche de la souris pour vous déplacer la caméra dans l'environnement, voir un peu mieux. Vous pouvez utiliser le clic droit pour zoomer également, pour voir de façon plus précise. Donc si vous tournez la tête, vous remarquerez que chacun d'entre vous dispose d'œil. Vous pouvez donc savoir qui regarde où. Je peux donc savoir si quelqu'un n'est pas concentré sur ce qui se passe. Alors je vais me replacer un peu mieux pour avoir plus de place. Donc ici j'ai des outils pour le professeur sur la table, un stylo que je peux lancer sur les étudiants dissipés. Alors le stylo s'est bloqué là-bas sur Jojo, c'est dommage, je pourrais pas le récupérer. J'ai un pointeur laser qui permet de pointer des environnements. Derrière moi j'ai un tableau. Le stylo qui s'est bloqué là-bas me permet de dessiner dessus. Mais j'ai également des diapositives que je peux projeter à l'écran. Rends le stylo, Jojo. Voilà, je peux projeter des logos. Ce sont des images préprogrammées. Donc pour le support de cette technologie, on y retrouve les technologies dont j'ai parlé. Et cette salle de classe est également beaucoup plus dynamique qu'avec un simple tableau, puisqu'on y a intégré des leçons détaillées qui utilisent l'environnement 3D dans lequel on se trouve. Pourquoi faire de simples leçons au tableau quand on peut faire de véritables leçons d'astronomie en ouvrant le toit, en regardant les étoiles directement? Là, il y a des étoiles d'invincibilité, une étoile noire, beaucoup d'étoiles dans l'espace. Et si l'étoile noire c'est un peu dangereux, on pourrait dire qu'on essaye de l'éliminer. Ah, ça ne marche pas, ça. Ah oui. Ah si. On a un X-Wing qui va aller s'en occuper là-bas. Et pour un cours beaucoup plus développé et intégré, imaginons on est une société de service, on va apprendre la programmation. La meilleure façon de faire, c'est de permettre à chaque étudiant de programmer son petit cube dans l'environnement 3D. Donc chacun d'entre vous a vu un cube apparaître et un nouveau menu. Vous pouvez choisir un script à activer sur ce cube. En imaginant plus de fonctionnalités, on pourrait dire qu'on pourrait programmer directement en live ce cube et le voir interagir. Si on regarde ses voisins, en plus, le cube de chacun se déplace tel que vous le faites déplacer. Et le professeur garde le contrôle. S'il se passe n'importe quoi avec les cubes, j'arrête tout.
Ne soyez pas triste. Voilà. Donc ça, c'est la version avec bien plus de fonctionnalités, mais la base technique est celle que je vous ai présentée aujourd'hui en live coding. Hop là. Donc, est-ce qu'il y a des questions supplémentaires? Vous pouvez les poser dans la salle de classe maintenant. Mais vu que j'ai un casque de réalité virtuelle sur la tête, je ne vois plus le chat. Vous pouvez donc prendre la parole directement si vous souhaitez également les poser. Je te confirme qu'il n'y a pas de questions dans le chat, Jimmy. À part Ça marche. cet effet spécial magnifique pour le X-Wing, mais à part ça, rien de particulier. Ah, il y a des beaux effets, il y a des beaux effets, mais... Ok, pas de questions particulières, ça me va. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc n'hésitez pas à me joindre par email si vous avez des questions additionnelles. Donc la fluidité à travers Google Meet n'est pas parfaite, donc ceux qui n'auront regardé que par là n'auront pas forcément vu avec une lourde fluidité. J'en suis désolé, ça n'est pas de ma faute. Ouais, bah voilà pour moi. Si personne n'a de questions particulières, je pense qu'on peut en conclure cette présentation avec une diapositive de remerciement projetée au tableau. Merci d'avoir écouté cette présentation.